des procédures légales officielles. Vous voyez, on en est donc 2025, le contrat de concession doit être signé en 2025. Il n'est pas trop tard, agissons, c'est ce qu'on dit à chaque fois qu'on fait des réunions publiques, c'est-à-dire que tant que le contrat n'est pas signé, tant qu'un concessionnaire n'est pas choisi, après la procédure officielle, on peut toujours obtenir l'annulation, et c'est ce qu'on vise évidemment. Même si, malheureusement, le contrat devait être signé avec un concessionnaire, c'est toujours possible de le faire annuler. Le meilleur exemple, c'est l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, où le contrat a été rompu. Alors, mais dans ce cas-là, l'État, malheureusement, a dû payer de fortes indemnités à Vinci. Donc nous, on voudrait éviter la gabegie financière et obtenir l'arrêt de ce projet inutile, imposé et destructeur à tout point de vue, donc en 2025. Je ne sais pas si vous pourrez en voir dans la discussion, où est-ce que vous en êtes, vous, par rapport à ce timing, mais nous, voilà à peu près là où on en est, nous. Non, pardon. Alors, on nous a objecté à plusieurs reprises, oh, vous êtes contre tout, vous êtes toujours négatif, etc. Nous avons travaillé au sein du collectif à des alternatives et je pense qu'elles peuvent aussi prendre tout leur sens ici avec votre lutte. Le transport de marchandises. Aujourd'hui, on sait très bien, et ça a été redit par le camarade tout à l'heure, la situation actuelle au niveau écologique, que ce soit le réchauffement climatique, la chute de biodiversité, mais on pourrait détailler l'acidification des océans, la couche d'ozone, etc., etc., j'en passe et des meilleurs. On sait très bien qu'il faut absolument changer la politique des transports en France. On ne peut plus construire des autoroutes comme on faisait. Tu l'as rappelé, on est le pays européen qui possède le plus grand réseau autoroutier, il y a suffisamment d'autoroutes, donc il faut trouver d'autres moyens que le tout camion, le tout voiture pour se déplacer. Alors en ce qui concerne les marchandises, bon, nous, dans notre région, on a la Seine qui est largement sous-utilisée. Le transport fluvial en France, ça représente à peu près 2% des marchandises transportées, essentiellement par la Seine. On voit que des containers arrivent par milliers au port du Havre. Il y a de nombreuses entreprises qui sont installées le long de la Seine, le port de Rouen évidemment, le port de Rouen quand même qui est le premier port céréalier d'Europe, et vous avec la région de la Beauce, le transport des céréales, on voit bien que là, il y a quelque chose à faire. Et le transport ferroviaire, nous demandons la réouverture de toutes ces petites lignes qui sont toujours dans le domaine de la SNCF, qui ont été fermées, parce que la priorité est donnée à la route et aux camions, et on dit que un maximum de le fret ferroviaire, qui représente aujourd'hui à peine 9% des marchandises, alors que dans les années 1950, 2/3 des marchandises étaient transportées par le rail. Donc on a une marge de progression, on doit pouvoir inverser cette politique des transports de marchandises et privilégier le rail et les fleuves. Et en ce qui concerne le transport des personnes, on s'est attaché, il y a une étude qui a été faite par le CEREMA. Alors le CEREMA, c'est un organisme tout à fait officiel qui travaille pour l'État, et vous devez sûrement avoir aussi, vous, des études comme ça dans votre dossier. Et sur la métropole de Rouen, l'agglomération Seineur et une partie de l'agglomération d'Elbeuf, la région d'Elbeuf chez nous, ils ont calculé que, en ce qui concerne les déplacements qui font moins de 500 mètres, 15% sont faits en voiture. Les déplacements de moins de 5 km, un peu plus de 50% sont faits en voiture. Donc on se rend compte qu'avec ces deux données, on a quand même une marge de progression pour nous aider, nous, les habitants, à laisser nos voitures au garage. Et si on développe le vélo, avec des pistes cyclables sécurisées et suffisamment de structures avec des abris. Moi, j'habite Louviers, je peux vous dire que c'est une ville qui n'est absolument pas faite pour le vélo. On ne sait pas où accrocher son vélo, il n'y a pas d'abri, s'il pleut, vous reprenez votre vélo, il est trempé, etc., etc. Donc une vraie politique du vélo, une vraie politique des transports en commun. Je prends l'exemple de la Suisse, et je m'arrêterai là. L'exemple de la Suisse, en Suisse, chaque village, et quand même géographiquement parlant, c'est autre chose que la Normandie ou votre région. En Suisse, il y a un bus toutes les heures, dans tous les villages.
Chez nous, en campagne, c'est un bus le matin, un bus le soir. Enfin, chez nous, c'est comme ça. Donc, on doit pouvoir avoir une marge de progression pour développer le transport en commun. Ça sera plus efficace que de mettre des taxes sur l'essence, que mettre des péages autoroutiers ou de créer des ZFE, les zones à faible émission. Donc, des transports en commun fréquents, des transports en commun utiles pour que les gens les prennent pour aller au travail, pour faire les courses, pour aller se soigner, pour rejoindre les grandes villes, pour tous les besoins qu'on peut avoir. Et je terminerai juste par cette idée que ce développement des autoroutes qui correspond à une vision du passé, c'est obsolète aujourd'hui. Le réseau autoroutier en France, près de 13 000 km, ça suffit, il n'y a pas besoin de plus. L'heure est aujourd'hui, socialement, les gens s'appauvrissent. Il faut aider les gens à se transporter autrement qu'à utiliser leurs voitures qui sont de plus en plus chères, de plus en plus lourdes, qui consomment de plus en plus de carburant, etc. etc. Et ce n'est pas la voiture électrique, bien trop chère, qui pourra résoudre ça. Donc, aujourd'hui, on est à un tournant de notre histoire. On doit pouvoir, nous, citoyens, influencer les politiques pour avoir d'autres politiques de transport. Je vous remercie pour votre écoute. On était quelques-uns d'entre nous à Garnay jeudi dernier pour justement dans le cadre des échanges, le président du conseil départemental, Christophe Le Dorven, est élu du canton Dreux numéro 2. Il est donc élu de Garnay. Il a fait un compte-rendu de mandat en quelque sorte. On a évoqué un certain nombre de problèmes. J'ai évoqué les besoins en subvention. Le besoin en subvention, pour lui, je lui ai dit, mais attendez, avec les indices INSEE des travaux publics, avec simplement en reprenant les documents de l'enquête publique, quand on lit ces documents, il y a un certain nombre de tableaux avec des hypothèses. Qu'est-ce qui se passe dans telles circonstances ? Actuellement, si on applique les documents d'enquête publique, on se retrouve en besoin de subventions par le département d'environ 230 millions. Donc c'est 230 millions des impôts départementaux. Il faut être conscient de cela. Et la réponse qu'il a eue, il m'a répondu oui. Et c'est sans compter tous la plus de centaines de millions qu'on va devoir mettre dans les aménagements connexes pour permettre, à partir du moment là où on a évoqué le fait que il y avait plus tellement, actuellement il y a plein de routes qui traversent et qui rejoignent la 154, il va y avoir que maintenant qu'un nombre limité, Dreux, Tremblay et du côté de Poivrier, il ne va plus y avoir grand-chose, il va falloir refondre la circulation. Il y a toutes les doléances, il m'a promis de me donner les doléances des collectivités qui sont impactées. On est dans une situation où il y a des centaines de millions qui vont être induits par la présence de ces autoroutes, mais les centaines de millions qui vont devoir être dépensés par le département pour permettre une circulation fluide au niveau du département et sécurisée du fait de l'introduction de la 154, il va falloir les sortir de nos poches. Donc voilà, c'est-à-dire que le projet 154 non seulement perturbe gravement l'environnement, et je te remercie d'avoir cité le problème environnemental, parce qu'on a un problème de fond. Le problème de fond qu'on a aujourd'hui, c'est que ce projet-là appartient à une logique de celle que beaucoup d'entre vous ont connue, la logique des années, je dirais, des 30 glorieuses, la période 1945-1975, où on était en train de reconstruire et de construire la France. Moi, je suis assez âgé, je suis né sous un bombardement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je suis assez âgé pour avoir participé à cet effort-là. Mais maintenant, on a changé d'époque. Et il faut raisonner autrement, il faut raisonner sur le transport collectif, il faut raisonner sur ce qui a été très bien dit, sur la mise en place de plateformes. On parlait de la SNCF. L'ancien président de la SNCF, j'ai assisté à une réunion, il y a 10 ans ou 12 ans, il y avait tout un projet de plateforme de ferroutage entre Dreux et Houdan du côté de Germainville. Là, on a un plateau, il y a actuellement, je dirais, des plateformes logistiques qui sont en train de se mettre en place. C'était l'endroit idéal pour faire une plateforme de ferroutage.
Or, on a le territoire pour faire du ferroutage et on ne travaille pas sur ces sujets-là. Donc, quelque part, on a du boulot. Donc là, il y a quand même quelque chose à se poser. Et puis en plus de ça, c'est qu'on a un parcours qui fait pas loin de 12 km. C'est-à-dire qu'on augmente la distance. En fait, on crée une pollution supplémentaire parce que plus on fait de parcours sur une autoroute, plus on pollue. Voilà. Donc ça, c'est le point. Alors, en comparaison, on a ce qui s'appelle, nous, on avait travaillé pour essayer justement de dire, on peut faire autrement. C'est-à-dire que si on fait un projet qui prend les véhicules qui arrivent de Verneuil ou d'Évreux, qui continuent à aller sur la nationale 12, on fait un ouvrage ici, puis tout le monde passe par là, et on s'en va vers la nationale 12 un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on laisse il y a moins de pollution pour la bonne raison, c'est que les véhicules qui sont en transit, ils vont continuer. Alors qu'aujourd'hui, on a remarqué qu'il y avait un dysfonctionnement total des feux tricolores. Moi, j'ai écrit au préfet d'Eure-et-Loir, au préfet de l'Eure, sous-préfet, en leur disant qu'il y avait un problème de dysfonctionnement de feux tricolores ici, et que quand vous passez le soir, vous pouvez remarquer, les 3 feux se mettent au rouge, et il n'y a aucun véhicule qui traverse. Ça, j'ai fait l'expérience. Alors, pour vous donner une idée, le premier feu, quand on vient de la Madeleine de Nonancourt et qu'on descend, le premier feu ici, c'est 24 secondes. C'est-à-dire que c'est 5 véhicules poids lourds et 6 véhicules légers qui passent. Et après, il se met au rouge. Et de l'autre côté, on est à 24 secondes. C'est le tracé où il y a le plus de voitures et de camions. Donc en fait, de l'autre côté, il y a un chantage qui fait que de l'autre côté, on a 20 secondes de carrefour, presque autant, et on a 8 véhicules qui passent. Bon, je ne vous fais pas le détail, mais ça, je pourrais vous le donner. On a fait les comptages des 3 feux. Donc on a un dysfonctionnement qui est réel, qui n'est pas réglé ni par la préfecture, ni par la sous-préfecture vis-à-vis du maire. On avait rencontré, une équipe de chez nous avec des associations rencontré le maire de Saint-Rémy. Il a dit qu'il ferait quelque chose, mais il n'a rien fait. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où on freine un camion ou des voitures et qu'elles redémarrent, vous créez une pollution de 35 à 45%. C'est-à-dire que vous faites polluer, vous faites subir à la population de Saint-Rémy-sur-Ave une pollution depuis des années parce que le flux ne fonctionne pas bien. Donc ça, c'est une première remarque. Donc, si l'autoroute se fait, alors, dans le dossier de l'Adréal, il y a quand même, si on fait le compte des véhicules qui vont sortir du péage, ça a été marqué dans le dossier de l'Adréal. L'Adréal, c'est l'État, c'est ceux qui représentent l'État. Donc, en fait, 14 447 véhicules vont sortir de Nonancourt-Saint-Rémy-Saint-Lubin. C'est-à-dire que s'ils sortent, ils vont aller où? Bon, ça, je vous pose la question. S'ils ne prennent pas le péage, ils vont aller effectivement soit vers les petits villages, ça va créer des nuisances, de l'accidentologie. Donc ça, c'est une analyse qu'on a faite. Et là, je vais vous... Alors 28 traverserait effectivement tout le plateau est de Rouen, en Seine-Maritime. À partir d'ici, juste ici, on arrive dans le département de l'Eure. Et le plateau est de Rouen, comme notre coin est extrêmement vallonné, donc on aurait le droit à 8 viaducs, dont un viaduc ici, non pas de 500 mètres comme chez vous, de 1740 mètres, de 30 mètres de haut, qui enjamberait plusieurs voies ferrées, la Seine, l'Eure, etc. Ici, c'est l'A 28. Et ici, le raccordement va vous intéresser beaucoup plus. C'est le raccordement à l'autoroute A13, l'autoroute de Normandie, et un autre raccordement à une autoroute que vous connaissez maintenant, qui existe déjà, c'est l'autoroute A154. L'autoroute A154 existe d'ici sur 9 km entre Incarville et un petit pays qui est Aquigny. Voilà grosso modo le projet. Effectivement, on a 8 viaducs, puisque en 2015, valeur 2015, la totalité des ouvrages d'art représentait environ 350 millions sur un projet de 850 millions. Alors en réalité, c'est pas un contournement est de Rouen. Voilà un petit peu, quand on regarde la question d'un petit peu plus national, le réseau routier tel qu'il est actuellement. On a depuis la frontière belge l'autoroute A16
qui passe à Abbeville. À Abbeville, on a l'autoroute A28 qui démarre. L'autoroute A28 ici serait repris par l'autoroute A133. Ici, à partir de là, à partir d'Acquigny, A133, 154, à partir d'Acquigny, la nationale 154 que vous connaissez. Ici, c'est Évreux. C'est difficile de stabiliser. Ici, c'est Nonancourt. Ici, c'est Dreux. Et si on continue la nationale 154, effectivement, si votre projet à vous se fait, ça sera la 154 jusqu'à Orléans. À partir d'Orléans, c'est l'autoroute A10 jusqu'à Bordeaux. Et à partir de Bordeaux, c'est l'autoroute A63. Donc on part de la frontière belge avec l'autoroute A16 et on finirait avec l'autoroute A63 à la frontière espagnole. Donc c'est une traversée totale de la France, en sachant que les itinéraires existent déjà. l'A16 existe, le projet en vert, l'A28 existe déjà, le projet en bleu, et effectivement, on essaye de nous vendre une liaison pour les transports routiers qui irait de Rouen à Orléans. Donc c'est un peu paradoxal. L'amélioration de la circulation, diminution des embouteillages et diminution de la pollution. Alors là, je voudrais bien savoir, diminution de la pollution, alors qu'il nous faut un tracé sur Saint-Lubin-Nonancourt qui est 12 km, qui est de 12 km. C'est-à-dire qu'on rallonge un peu le circuit entre ce qui existe actuellement et ce qu'ils vont nous proposer. Donc en fait, la pollution va augmenter. Et puis, si on regarde le viaduc qui sera construit sur les étangs des Folies, je vous ai fait voir tout à l'heure, vous regardez les vents dominants qui arrivent d'ici, toute la vallée, alors le viaduc ici qui est à 20 mètres de hauteur, les vents dominants viennent d'ici. Donc toute la vallée va subir les pollutions, des fumées diesel, des particules fines. Et il faut savoir que c'est 300 mètres autour du tracé qui est une pollution directe. C'est-à-dire que les fumées diesel vont se déposer sur les légumes, sur les jardins, sur les terres, et puis les gens qui vont respirer. Parce que plus on est haut, plus les pollutions s'étendent. Donc ça, c'est le problème. Alors, rejet de la circulation dans les villages qui seront de nouveau impactés avec le risque d'accidentologie. Ça, c'est ce qu'ils disent accru. Par voie de conséquence, effectivement. Et en fait, ils nous disent qu'il y a un risque quand même, si les véhicules, ils le disent eux-mêmes. Tout ce qui est en bleu, c'est ce qui est écrit dans le dossier d'Adrien. Incidence sur les captages d'eau potable. Rapprochement non négligeable des points de captage. Par le tracé du faisceau autoroutier à Vernouillet, il y a des points de captage qui sont pas loin. Alors comme le rappelait tout à l'heure, une autoroute, comme tout ce qui est imperméabilisation des sols, ça aggrave, si vous voulez, ça aggrave la percolation, c'est-à-dire que l'eau ne pénètre plus, mais elle s'en va, elle suit ses chemins, ses couloirs imperméables que sont les enrobés, les bitumes des autoroutes et des aires de plateforme logistique, parce que quand on construit une plateforme logistique, non seulement il faut faire des routes pour amener les camions, mais il faut faire des parkings, donc on aggrave la situation de la percolation de la pluie, et comme on a des phénomènes qui sont beaucoup plus violents, on a une aggravation des eaux de ruissellement, et les rivières n'arrivent pas à fourner. Tout le monde nous parle du fait que l'autoroute sera payante et existera entre Nonancourt et Chartres. Mais bizarrement, dans la mise en possession, ils ont mis aussi la partie Dreux-Houdan, avec officiellement une promesse que ça ne deviendrait pas payante, mais dans ce cas, il est dans la mise en possession. Et du coup, il y a des craintes quand même assez bien fondées qu'une fois que dans la concession, eux, ils peuvent augmenter les prix. François, il va en parler un peu plus tout à l'heure. Moi, ce que je dois dire, je vais faire passer une petite feuille. Donc, il y a un côté la flyer du collectif. Donc, vous avez notre adresse mail, si vous voulez, aussi le lien vers la pétition. Et sur l'autre côté, vous pouvez nous laisser soit un adresse email, si vous voulez juste avoir un peu plus d'infos, l'adresse email, je pense qu'on envoie quelque chose une fois tous les 2 mois. Donc, c'est vraiment pas fréquent, mais c'est déjà un point essentiel. Et si vous avez envie de en savoir plus ou plus fréquemment, il y a un groupe WhatsApp et dans ce cas, vous pouvez nous laisser votre numéro de téléphone comme vous préférez. Donc là, je vais laisser François parler 5 minutes encore sur cette question de pourquoi ça passe de l'autoroute. Donc vous avez en mise en concession, vous avez 117,9 km de route qui vont être mises en concession.
En nouvelle voie, vous avez 61,6 km. Vous avez des aménagements de voies existantes, entre autres la nationale 154 entre Dreux et Chartres pour 37 km, 6 km et demi de nationale 12 au nord de Dreux, au niveau de la zone des Corallines. Là, la 12 traverse Dreux, elle traverse Dreux à 50 km/h, c'est une mise aux normes à 90 km/h. On longe des immeubles d'habitation, on longe des lotissements, entre autres des lotissements qui sont en train de se construire, et on fait une autoroute à 90 km/h avec la pollution. En même temps, on double le viaduc de la Blaise, qui enjambe la Blaise quand vous arrivez à Dreux, et que vous montez vers les Corallines quand vous venez de Houdan, où il va y avoir un deuxième viaduc. En plus, ce qui a été inclus, et qui n'était pas dans l'enquête publique, mais qui a été inclus dans l'appel de mise à concession, au BOAMP, au bulletin officiel du marché public, on a rajouté 19 km de Dreux à Houdan, en disant qu'ils sont mis en concession, à charge pour le concessionnaire d'entretenir et de maintenir la route. Et naturellement, on a dit à certains élus qui se sont indignés, le maire de Dreux est monté au créneau sur le sujet, on lui a dit non mais ça ne sera jamais à péage. Or aujourd'hui, mettre une zone à péage est quelque chose de simple. Le décret qui a été évoqué tout à l'heure permet de le faire, et maintenant il y a des techniques, ce qu'on appelle les techniques de péage à flux libre, c'est-à-dire que vous avez un portique qui flash votre plaque et vous êtes censé payer depuis chez vous grâce au miracle de l'Internet. Donc voilà, donc on est dans une logique de privatisation du domaine public, on est dans une logique où on se rend compte que le projet tel qu'il existe, avec la déviation nord-sud, n'assure pas la rentabilité, et la rentabilité assurée en est-ouest. Ça, donc c'est pour ça qu'on a inclus la nationale 12 entre Paris et la province, parce que c'est là que va se jouer l'équilibre. Et ce qui est aussi, je dirais, embêtant, c'est, je dirais, les manipulations de chiffres. Je le dis très clairement, j'espère qu'il y a un représentant de Saint-Rémy ici, mais monsieur le maire de Saint-Rémy, je le dis de manière publique, je dirais, trompe son monde quand il dit qu'il va pouvoir faire à Saint-Rémy une voie aménager complètement la 12. Or, le projet prévoit très exactement encore une circulation de véhicules légers de 12 725 véhicules légers à travers Saint-Rémy. C'est-à-dire que peut-être les camions passeront par l'autoroute, mais les voitures légères, les voitures de monsieur tout le monde, elles passeront par Saint-Rémy, et il y aura toujours les risques de congestion. Et toujours par rapport à ce problème de Saint-Rémy, j'en viendrai d'une discussion que j'ai eue avec le sous-préfet, notre ancien sous-préfet, avec le nouveau préfet vis-à-vis de qui je me suis exprimé, et je leur ai dit, je ne comprends pas pourquoi à Saint-Rémy on a un tel embouteillage, alors qu'on a une circulation qui est de 25% seulement supérieure à celle qu'on observe au carrefour au nord de Dreux, au carrefour dit Carrefour Wilson. Je ne comprends pas pourquoi un tel niveau d'embouteillage qui n'a rien à voir avec celui de Wilson, alors que le trafic n'est que de l'ordre de 20% supérieur. Et c'est le problème du réglage des feux qu'a évoqué Serge. Et la réponse que j'ai eue du sous-préfet, j'ai demandé au sous-préfet d'agir. Il m'a dit, je ne peux pas, on est dans le domaine communal. Je lui ai dit la chose suivante, mais vous pouvez quand même écrire et faire part de vos observations. Il m'a dit, je peux faire part de mes observations, mais uniquement de manière orale. Donc, et j'ai eu la même réponse lors de la visite protocolaire que j'ai faite au préfet, dans le cadre de cette nouvelle prise de fonction, que j'ai fait il y a maintenant 1 an, quand il est arrivé, j'ai eu exactement la même réflexion. On est dans un territoire communal, donc le réglage des feux dépend que du maire. Donc quelque part, à vous d'organiser la pression pour faire qu'on ait un embouteillage. Peut-être on aura encore de l'embouteillage à Saint-Rémy, mais pas de cette manière monstrueuse et qui pollue la vie des habitants de la conurbation Saint-Rémy-Saint-Lubin. Parce qu'ils avaient dit que c'était pour joindre aux concessionnaires.
Donc on attend, on doit avoir le retour parce que j'ai demandé la compilation de tout ce qui avait été fait dans les communes. Ils doivent adresser le conseil départemental, le président du conseil départemental. J'ai donné mes coordonnées. C'est intranomable, c'est-à-dire région Normandie. Donc, quelque part, il faut bien voir que la structure, l'organisation territoriale, je dirais, qui est faite actuellement, repose sur grande partie sur les régions. Et en ce qui concerne le maintien des lignes, il y a certaines régions qui sont innovantes. Par exemple, je prends la région Nouvelle-Aquitaine, il y a des trains légers qui ont été mis en place récemment, qui permettent de réutiliser le réseau à voie étroite qui existe au niveau de la Creuse. Donc, quelque part, on a une logique de transport qui est développée dans un certain nombre de régions. J'ai cité la Nouvelle-Aquitaine, mais elle n'est pas la seule, qui ne sont pas développées au niveau de la région Centre-Val de Loire. Et il faut se garder, mais Serge a parfaitement eu raison d'évoquer, je dirais, le problème de la SNCF, mais quelque part, il y a une implication des régions qui est largement insuffisante. La compensation, c'est ce qui est écrit dans les textes. Le tracé, il est arrêté, il est défini, le tracé de l'autoroute est défini, et ça va bien au-delà, comme je l'ai expliqué déjà, du tracé de l'autoroute, puisqu'il y a la reprise. Alors, il y a une transformation des tracés dans la traversée nord de Dreux, de la N12. Il y a une transformation du tracé de la N154, où il y a des remblaiements qui sont prévus entre Dreux et Chartres, pour la bonne raison, c'est qu'on a connu des inondations qui ne sont pas acceptables pour une autoroute, donc il y a des transformations à faire. Mais par contre, il y a des tracés qui vont être repris en l'état et passés en autoroute, comme entre Dreux et Houdan. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que Dreux-Houdan, c'est peut-être l'équilibre économique de la concession. C'est-à-dire qu'on a mis ce tracé dans l'appel d'offres d'appel à concessionnaire, simplement parce que ce tracé nord-sud n'est pas suffisamment rentable. Et quand on regarde les statistiques qui sont sorties récemment de la Direction régionale des routes du Nord-Ouest, la DIRNO, dont on dépend, on s'aperçoit que le trafic est plus du double dans le sens est-ouest, en provenance ou en allant vers Paris, qu'en allant dans le sens nord-sud. Le sens nord-sud, c'est un tracé en camion. Et puis en plus, il faut remarquer que c'est sur le tracé nord-sud, la circulation des voitures légères est beaucoup plus faible que ce qui avait été imaginé il y a maintenant plus de 10 ans. Actuellement, le trafic voitures légères à mi-chemin du côté de Marville, il est de 23% inférieur aux études qui ont été produites au moment où on a fait l'enquête publique. Il est de 23%. Donc ça veut dire que la rentabilité, je dirais, de l'autoroute avec des voitures légères n'existe pas. C'est une autoroute à camion qu'on nous propose. Et sur les péages, on a bien dit aussi, les péages, parce que les négociations, où l'enquête publique elle a été faite du temps où on disait l'économie, les péages, c'est sur 50 ans, mais comme là on est en train de revoir complètement, sûrement que dans la nouvelle concession, ça sera plus aussi long. Donc là aussi, ça sera à revoir. Mais normalement... On a mis en concession privée les tracés d'autoroute. Donc ça représente quand même en 2023 des dividendes pour ceux qui ne savent pas, 3 milliards de chiffre d'affaires de dividendes qui ont été redistribués aux actionnaires des autoroutes. Bon, ça c'était le petit aparté.